Bonjour, bonjour. On va attendre quelques minutes. On va donc attendre quelques minutes que les autres personnes nous rejoignent. Et d'ici 3-4 minutes, je commencerai un petit peu à tout expliquer. Et donc, comme vous voyez, on a de la compagnie. Je lui ai piqué sa place. Je regarde juste là. Alors, je vais un peu expliquer comment ça va se passer. Donc, je vais lire 2 extraits d'un roman pour adultes. Donc, si vous avez des enfants, éloignez-les de l'écran, parce que le premier extrait est vraiment pour adultes. Donc, aujourd'hui, c'est la journée internationale du livre. C'est pourquoi on a voulu vous offrir une lecture. Alors, quelques petits rappels. Donc là, on est sur le Facebook de la bibliothèque. N'oubliez pas qu'on a un groupe qu'on a créé expressément pour vous partager des activités à faire pendant ce confinement. Donc ça s'appelle Délivrez-nous. N'hésitez pas à vous y inscrire si ce n'est déjà fait. Je vais tout répéter plusieurs fois pendant quelques minutes. Alors, petit défi à faire pour la journée du livre. On va vous demander de vous prendre en photo en train de lire, comme vous voulez, et vous la posterez à partir de maintenant sur le post dédié sur la page de la bibliothèque. Alors, donc, petit rappel, aujourd'hui c'est la journée internationale du livre, et il y a une action qui a été créée qui s'appelle Tout le monde lit. Donc le but c'est de promouvoir la lecture, alors particulièrement pour les enfants mais aussi pour les adultes. Donc, petit rappel, la lecture d'aujourd'hui c'est pour adultes. Et donc le but du jeu c'est de lire 15 minutes minimum par jour. Donc c'est très important pour le développement de tout le monde de lire, et en particulier pour les enfants, et à voix haute si possible pour vraiment développer leur lecture. Donc c'est une activité qui s'appelle Tout le monde lit, qui est mise en route aujourd'hui. Alors pour les enseignants, futurs enseignants, c'est quelque chose qui est intéressant à mettre en place dans votre classe. Donc de faire lire vos élèves 15 minutes tous les jours, c'est quand même pas mal. Alors, donc je vous ai parlé du groupe Délivrez-nous, n'hésitez pas à vous y inscrire. On y partage des activités que nous filmons, donc nous les bibliothécaires on filme. Les mercredis et samedis on diffuse une lecture d'album ou un de nos collègues en train de raconter une histoire. Et depuis 2 semaines, le vendredi, on va vous dévoiler la face cachée d'un de vos bibliothécaires. Donc on a déjà eu Cécile et Emmanuel, demain ce sera moi. Et la semaine prochaine, surprise. Voilà, donc aujourd'hui, donc pour, je rappelle, la journée internationale du livre et du droit d'auteur, je vais vous lire un extrait de Pur et nu de Bernard Antoine. Donc c'est le livre qui a remporté le prix des Amis des bibliothèques. N'hésitez pas à me mettre un petit message si y a des problèmes de son ou si vous avez quelque chose à me dire. Donc, il a gagné le prix des Amis des bibliothèques l'année passée. Et les extraits que je vais vous lire dans quelques minutes sont les extraits que j'ai lus lors de la remise du prix. Donc, Bernard Antoine,
Je vous remontre la couverture. Bernard Antoine est un auteur belge. C'est son premier roman. Et donc, c'est un roman qui se passe dans plusieurs époques. Donc, les extraits que je vais vous lire, il y en a un à l'époque moderne, il y en a un dans les années 70. Et donc, c'est l'histoire d'un journaliste, Thomas, qui, à la mort de son père, va découvrir des lettres. Alors, une pour lui, une pour la maîtresse... salut Laurence. Pour la maîtresse de son père. Et une pour une certaine Alessia, qu'il ne connaît pas. Et donc, avec Anna, la maîtresse de son père, il va partir à la recherche un peu du passé de son père. Donc voilà, donc c'est Pur et nu de Bernard Antoine. Je rappelle, lecture pour adultes, le premier texte que je vais vous lire, enfin vous allez comprendre tout de suite pourquoi j'insiste. Donc, on y va. Extrait de Pur et nu de Bernard Antoine. Bruxelles, été. Égide perçut la petite douleur au moment où le plaisir explosait dans sa tête et dans son ventre. Elle répondait au spasme de son éjaculation flamboyante, elle amplifiait comme une crue d'été, débordait en vagues effervescentes dans son bras gauche, submergeait sa poitrine. Il se sentait couler entre les reins d'Anna. Il se noyait dans la douleur, ne sachant plus s'il gémissait de mal ou de plaisir. Les lancements figeaient son souffle dans la jouissance, et son sexe déversait en elle autant de peine que de semences. Il sentait son cœur s'arquer, se tordre d'amour et de mort. Il savait qu'il partait, il se sentait jouir et finir. Jamais il n'avait autant aimé la chaleur des seins d'Anna écrasés sous sa poitrine, les tressaillements de son ventre qu'il recueillait, l'étreinte de ses cuisses, sa blondeur. Quand son cœur cessa de battre, il ouvrit grand les yeux pour contempler une dernière fois la rondeur de son épaule et quelques mèches de blé mûr plantées dans la chute de sa nuque. Il était prêt. Prêt à se laisser glisser dans le néant, sans regret, sereinement, et surtout, comme il l'avait toujours voulu, sans peur. Ce qu'il ressentit ensuite ressemblait à une brusque décélération du temps, comme un train rageur qui freine brutalement et vous plaque à votre siège avant de vous envoyer valdinguer à travers les bagages et les banquettes, au milieu des cris et des pulsions d'effroi. Un bourdonnement profond en continu envahit la chambre qui était soudain assombrie. Il se sentait aspiré, voulut combattre, mais tout était vain. Un vent chaud s'était levé et, soufflant des origines du monde, il charriait une sève millénaire qui débordait d'ardeur et opposait à son émoi une forme exaltée de joie radicale, d'amour stupéfiant qui témoignait de la jeunesse de l'univers. La seconde suivante, il était collé au plafond de sa chambre, jambes écartées et bras en croix, incapable de dire s'il était couvert ou nu, s'il pensait ou non. Il se voyait là, au-dessous, sur le lit de bataille, allongé et lourd d'abandon sur le corps blanc d'Anna. Elle le regardait et lui souriait. Jamais il n'avait vu avec une telle netteté. Il laissait ses yeux voyager autour de lui. Il n'éprouvait aucune inquiétude, pas la moindre angoisse. Il ressentait seulement un bien-être inédit. Il flottait dans sa propre paix secrète, dans le silence de sa substance, sans les battements du cœur, sans le souffle dans la cage, sans le mouvement de son sang. De loin, lui parvenait l'écho des cris d'enfant. L'acuité de son ouïe le surprit tout autant que la précision de sa vision, qui allait au-delà des murs et des toits, et même du ciel. Maintenant, il appréhendait le sens de tout ce qui l'entourait. Les enjeux de son existence finissante s'exhibaient dans un flamboiement de grâce libérée du temps, des saisons et de l'histoire. Les rumeurs du monde se perdaient au large des aventures à venir. Il était aspiré par un abandon envoûtant. Plus rien n'avait d'importance, sinon lui-même et sa paix. Le calme infini des espaces sans fin, l'impavidité 1000 fois millénaire des univers entassés en volutes, au-delà du temps et de l'espace.
Dans un vacarme rugissant, le plafond vola en éclats. Des monceaux de plâtras et de terre, des déchirures de tuiles, des débris d'eau de dieux archaïques et des fossiles de ciel s'abattirent dans la chambre, engloutirent le sourire d'Anna et l'ombre de leurs 2 corps empalés. L'appartement du dessus explosa en trombes de gravats emportés vers l'infini du cosmos. Les murs et les meubles furent absorbés par la noire clarté du ciel d'été piqué d'une trombe d'étoiles. Et puis, le silence s'installa, ample, et les ténèbres reconnurent la lumière. Il n'y avait plus rien entre lui et l'infinie voûte étoilée, habitée par il ne savait quelle éternité de connaissance et de beauté. Il se sentait délicatement absorbé par des miscellanies d'amour infini. Le voyage qui suit est insondable et immédiat. Il n'y a pas de place pour la moindre notion de durée entre l'éclatement du plafond de sa chambre et sa présence dans cet endroit. Le temps semble n'y avoir aucune fonction. Quant aux autres dimensions, elles sont vagues, comme étirées vers un insondable et indéfinissable absolu. Il sent qu'il est passé au réel intégral. Il est à la porte d'autre chose. Dans un espace céruléen, dépourvu d'horizon, bordé de montagnes enneigées. La lumière est intense, mais aucun soleil n'en est la source, et des myriades d'étoiles brasillent par-dessus l'immuable aurore qui couronne les lieux. L'endroit lui rappelle un plateau du nord de l'Ombrie, où il aimait marcher au milieu des champs de lentilles, parmi les bleuets et les coquelicots, bras dessous, avec Alessia. Ses pieds sont nus. Il sent sous la plante le moelleux du sol et sa tiédeur. Il est seul. Rien ne bouge alentour, sinon les hautes herbes aux graminées lourdes et dorées qui flottent mollement. L'air est sec et frais. Respire-t-il encore? Il ne sait rien, sinon qu'il se sent vivant. Tellement vivant. Très loin, là-bas, derrière un sommet arrondi, une lueur rosée sourd en rythme cardiaque lent, et l'attire comme rien, jamais, ne l'a à ce point fasciné. Il perçoit une multitude de silhouettes haloteuses qui se déplacent vers la montagne. Impossible de le voir s'il s'agit d'êtres vivants ou des écorchements brumeux poussés par un filet d'air. Il tente de se mettre en marche, mais quelque chose le retient. Une attente précieuse, une impatience décantée. Il choisit de s'asseoir. Il a l'éternité pour lui. Il se met à observer les étranges marcheurs de brume qui glissent sur le sol. Il capte des regards, des sourires, des angoisses et des faiblesses. Une silhouette se détache et marche vers lui. Voilà, ça c'était le premier extrait, donc je le remontre pour ceux qui nous ont rejoints entre-temps, de Pur et nu de Bernard Antoine, qui a reçu le prix des Amis des bibliothèques l'année passée. Donc, premier extrait qui se passait à l'époque moderne, donc c'est un peu le catalyseur de tout ce qui va se passer dans le roman, c'est la mort d'Égide avec sa maîtresse Anna. Enfin, il meurt pendant qu'il est avec sa maîtresse. Et donc maintenant je vais vous lire un deuxième extrait du même roman, mais un extrait qui se passe dans les années 70, puisque c'est un roman qui se passe dans plusieurs temps, et vous allez voir que le ton est totalement différent. Voilà, deuxième extrait. Berlin. Mars 1970. Birgit Solberg et Matthias Haug avaient quitté Bergen pour l'Allemagne fédérale à l'automne 1969. Encombrés d'un idéal dépourvu de discernement, sans recul ni concession, ils rêvaient de grands soirs et de révolutions prolétariennes. Mais la Norvège était une terre trop étriquée, trop terne, trop social-démocrate pour envisager d'y refaire le monde. D'ailleurs, pour le refaire, il fallait d'abord l'exécuter. À Berlin, ils rejoignirent les squats libertaires du Kreuzberg, happés par les tourbillons rouges et noirs d'une jeunesse fascinée par un idéal soluble dans l'idéologie post-stalinienne. Pour Birgit, Berlin ne fut nullement l'épanouissement politique échafaudé en Norvège avec Mathias, mais la fin du rêve, la ville où mourut son idéal du monde meilleur. C'était une ville grimaçante, où un assommoir idéologique était à l'œuvre,
au sein d'une génération de furieux qui voulaient déporter l'obscénité d'Auschwitz hors du brouillard lénifiant de la social-démocratie ouest-allemande. La progéniture des années de fer était désemparée face à sa propre histoire, giflée par l'exhumation tardive des outrages des pères. Dans des appartements enfumés d'Hambourg et de Berlin, dans les arrière-salles de bistrots de Stuttgart et de Munich, l'idéologie de la contestation proliférait sur le terreau de la culpabilité héritée. La militance farouche était le catalyseur d'une résilience venimeuse, la canne dure des jeunes Allemands pour s'extraire du Nacht und Nebel qui pesait sur leur vie. Ils s'embrumaient le cerveau à force de discours incantatoires, censés les amnistier de la tâche indélébile du déni d'humanité des années de guerre. À cette époque, Berlin était un fascinant enchevêtrement de mémoires sombres, d'oppression et de grisailles ardentes. Birgit et Matthias y découvrirent des territoires de suie et de ferraille, découpés, meulés, taillés à la grosse pièce, d'où le passé refusait de se faire refouler. Les terrains vagues peuplés de chiens et de ruines solitaires succédaient à de larges avenues bordées de bâtiments prétentieux, flanqués de statues énucléées, scalpées et percées d'éclats de mitraille. On y reniflait encore la mégalomanie d'Albert Speer, on y percevait l'écho des bulldozers de Goebbels, anéantissant les derniers cabarets qui avaient fait la réputation sulfureuse de la ville dans les années 20. Elle offrait, au regard éparpillé des deux Norvégiens, les vestiges d'une énergie engourdie par la laine terne de la guerre froide. C'était une cité aux murs brouillés, obsédée par son histoire. Une capitale déchue qui peinait à renaître de ses 75 millions de mètres cubes de ruines. Une ville qui n'en finissait pas de régurgiter les humiliations de l'après-nazisme. Pendant des jours, ils arpentèrent la ville, d'abord du côté ouest. Ils longèrent les murs, dans les quartiers du Kreuzberg et du Tiergarten. Ils s'arrêtèrent pour y lire des graffitis. Tränen für die Mauer. Mein Herz nu für Berlin. Hi, Jesus. Your name is on the Berlin Wall. Durant leur séjour berlinois, ils ne passèrent qu'une seule fois de l'autre côté du mur. Achtung! Sie verlassen West-Berlin. Ils subirent les contrôles au checkpoint, les questions indiscrètes, les regards froids, les fouilles, l'attente. Et puis, le retour du Vopo de service, qui leur rendit leur passeport sans un mot, visage fermé. Ils mangèrent vite et mal dans un bar le long de la Spree, flânèrent sur Friedrichstrasse, Leipzigstrasse, dans le parc de Treptow. C'était la fin de l'hiver. Un vent glacé glissait entre les immeubles hauts et gris. Birgit détestait Berlin-Est et ses passants pâles, engoncés dans leurs manteaux de laine, qui fouillaient le long des murs lépreux des maisons abandonnées. Il n'y avait pas un regard à croiser sur Alexanderplatz. Tout y était blafard. Elle étouffait de solitude et de consternation. Le froid lui éprenait les yeux. Les avenues trop larges puaient la propreté décrétée. Les immeubles récents n'étaient qu'angles et arêtes de briques glacées aux élancements immobiles. Tout lui semblait plat et dépourvu de traces vivantes. Berlin-Est était d'un champ de ruines hâtivement bétonné et mal habité. Trop d'espace amalgamé, trop de calme, trop de vide et d'abandon. Tout ici est faux, tout est du prix, tout est falsification. La mémoire de la ville a été saccagée et ses décombres sont coulés dans le béton de l'expiation. Matthias, je veux partir d'ici. Il ne répondit rien, se contentant de lui prendre le bras et de l'entraîner vers un arrêt de tramway, qui allait les reconduire vers la gare de Friedrichstrasse et Checkpoint Charlie. Voilà, donc c'était les deux extraits qu'on vous a préparés pour aujourd'hui. Donc, je rappelle, extrait de Pur et nu de Bernard Antoine, prix des Amis des bibliothèques,
le livre est disponible à la bibliothèque de Laken. N'oubliez pas qu'on a un service de takeaway, donc sur rendez-vous. Vous avez tous les renseignements sur la page Facebook de la bibliothèque, sur la page internet de la bibliothèque, sur le portail des bibliothèques bruxelloises, biblio.bruxelles. Alors, donc, rappel, et puis je vous libère pour aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est la journée internationale du livre et du droit d'auteur. C'est pour ça qu'on a décidé de vous faire une petite lecture en direct. Il y a aussi donc, un projet qui s'appelle Tout le monde lit, qui est mis en route aujourd'hui. Donc c'est dans le but de promouvoir la lecture et d'insister sur le fait qu'une petite lecture de 15 minutes par jour, aussi bien pour les enfants que pour les adultes, c'est très important. Pour rappeler aussi aux enseignants que essayer d'instaurer 15 minutes de lecture en classe, c'est juste du bénéfice et du bon pour vos élèves. Donc voilà, ça c'est par rapport à la lecture. Donc là, on est sur le Facebook de la bibliothèque, mais si vous n'êtes pas au courant ou si vous ne l'avez pas déjà fait, on a un groupe qu'on a créé exclusivement pour cette période de confinement qui s'appelle Délivrez-nous. Donc n'hésitez pas à vous y inscrire, à partager des informations dessus. Donc on partage des idées, des activités à faire pendant le confinement, des petites choses à partager entre nous. Par exemple, aujourd'hui, on vous demande, donc toujours pour la journée internationale du livre, on vous demande de vous prendre en photo en train de lire. Alors la photo, c'est comme vous voulez, de face, de dos, caché derrière le livre, la tête en bas, en train de cuisiner, de regarder un livre, enfin comme vous voulez. Mais donc prenez-vous en photo et postez la photo en dessous de la publication. Alors on l'a aussi bien sur le Facebook général que sur le groupe. Donc n'hésitez pas à partager vos photos. Et puis dernière chose, donc on partage des petites activités mises en ligne et filmées par nos collègues. Donc le mercredi et le samedi, on diffuse une lecture d'album pour les enfants. Le vendredi, on a la face cachée de nos bibliothécaires. Donc on en a déjà eu 2, on en aura encore 2, en espérant que le déconfinement commencera à se calmer après. Si pas, on vous refera d'autres petites surprises. Voilà, merci d'être venu. J'espère que la lecture vous a plu. On va peut-être essayer de refaire ça une autre fois si l'envie vous en prend et si l'envie m'en prend aussi. J'ai pas mal d'autres textes à vous lire. Voilà, bonne journée, bonne lecture, amusez-vous bien, restez bien chez vous, lavez-vous les mains et bon courage. Au revoir.